Ça va faire 8 mois. 8 mois que je n'ai pas critiqué un film d'horreur. J'aimerais revenir à la source. J'aimerais un vieux film d'horreur, mes préférés. Mais le temps presse. Tiens, pourquoi pas Maniac? Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais, La Mouche, ce bon film de David Cronenberg. De quoi? Bon, on va essayer quand même. La clé de cette porte est l'espoir. Au-delà existe une autre dimension. Une dimension étrange. Une dimension perdue. Une dimension intrigante. Vous découvrez un univers où se confondent bons et mauvais films. Vous venez d'entrer dans les suites. Bonjour à toutes et à tous, c'est Phil. Nous sommes en 1987. La suite de La Mouche est évoquée. Attends, tu nous parles vraiment d'un film avec une mouche? Et pour les quelques néophytes d'entre vous, qu'est-ce que La Mouche? David Cronenberg réalisa en 1986 La Mouche où un scientifique nommé Seth Brundle invente une machine qui permet de se téléporter. Il se téléporte mais malheureusement une mouche entre à l'intérieur. Les deux corps fusionnent et le scientifique se transforme lentement aussi physiquement que mentalement. Il travaillait avec une journaliste qui devint sa petite amie. C'est elle. En plus d'être attristée par la transformation de son petit ami, elle découvrait qu'elle était enceinte et fit des cauchemars où elle enfantait d'une larve. Vous vous souvenez, c'est avec le caméo de David Cronenberg. Je rappelle que le film s'appellera La Mouche 2, donc quels sont les scénaristes du film? On prit au scénario Frank Dabaron, le réalisateur prochainement de Deux Mist et de La Ligne Verte, Mick Garris qui venait de réaliser Critters 2, et Ken West qui venait d'écrire le scénario du Cauchemar de Freddy. Youpi. Plutôt notre cauchemar, ouais. Et quel est le résultat de ces trois scénaristes? Eh ben, on va suivre l'enfant et il va travailler sur le téléporteur de son père et il va avoir une histoire d'amour comme dans le premier. Ah ouais, c'est bien ça. On la place où déjà la transformation? Que ce soit clair, je n'ai rien à reprocher à ce film parce qu'il se base sur l'enfant de Seth Brundle. Je me suis même dit pourquoi pas. Allons voir qui est à la réalisation et qui sont les acteurs. Le film est réalisé par Chris Wallace qui s'initie son premier film mais qui réalisera ensuite Psychose meurtrière. Il avait déjà conçu les effets spéciaux du premier film et ceux de Gremlins. Au niveau du casting, on y retrouve Eric Stoltz dans le rôle principal qui avait joué dans Mask et jouera plus tard dans Pulp Fiction et encore plus tard dans Anaconda. Il faut savoir que, oh, c'est l'heure de l'instant culture. A la base, Eric Stoltz devait jouer Marty McFly dans Retour vers le futur mais fut viré au bout d'un mois à cause de différends artistiques. Il n'était pas drôle et Michael J. Fox le remplaça. Et donc la plupart des acteurs ont dû retourner les scènes qu'ils avaient déjà jouées. Daphne Zuniga interprète Bess Logan, s'étant déjà illustrée dans La folle histoire de l'espace. Et Lee Richardson dans le rôle d'Anton Bartok, ayant déjà joué dans L'honneur de Prissy. Pour la composition, nous trouvons Christopher Young, qui a déjà composé le deuxième volet des Griffes de la Nuit, et le deuxième volet d'Hellraiser, et plus tard le troisième volet de Spider-Man par Sam Raimi. Commençons par l'histoire. Veronica accouche de Martin Brundle, mais meurt ensuite. Le bébé est recueilli dans une industrie, et plus précisément par Anton Bartok. Des scientifiques lui font des tests et des piqûres pour essayer de soigner la maladie engendrée par son père. Fait étonnant, elle grandit plus vite que la moyenne et à l'âge de 5 ans atteint une apparence adulte. Et son père adoptif lui propose de le faire travailler sur la machine de son géniteur, la machine de téléportation. L'histoire du film est bonne pour une suite, elle reprend quelques éléments du premier film sans que ça se ressemble trop. Par exemple, Martin ne se téléporte pas et ne devient pas un homme croisé avec une mouche. Il a les gènes de Brundlefly qui ne seront activés qu'à un certain moment. Ça m'a vraiment surpris qu'il ne fasse pas cette erreur. L'histoire se déroule presque intégralement dans Bartok Industries, contrairement au laboratoire qui est presque le seul décor pour les personnages dans l'œuvre de 1986. Il y a beaucoup plus de personnages que dans le premier. Je vous rappelle qu'il n'y a que 3 personnages, mais que ça fonctionnait très bien. Malheureusement, il instaure une romance au personnage principal. C'est tellement moins bien fait, moins subtil et trop exploité. De plus, on a déjà vu ça dans le premier film. À certains moments, ils reprennent des dialogues du premier. Au départ, je pensais que c'était pour faire référence à son prédécesseur, mais ça devient à des moments répétitifs. Bon, c'est peut-être repris 3 fois dans le film, et parfois je trouve ça drôle,
tellement c'est ridicule. Je pense à la scène quand il est sur le canapé, il ne peut presque plus bouger et ils reprennent la réplique du premier film où Jeff Goldblum disait « Je me sens fort ». J'ai dit qu'il y avait beaucoup plus de personnages, mais si c'est pour en rendre beaucoup secondaires, qu'on oubliera aussitôt ou ne pas leur mettre de personnalité, ce n'était pas super utile. Eric Stoltz est le seul acteur du film qui est bon, il joue bien la tristesse et la colère par exemple. Le reste des acteurs est moyen, voire vraiment pas terrible. Le fond étant touché par la prestation de Lee Richardson qui ne transcrit pas beaucoup d'émotions. Il est plat durant presque tout le film, mais ne relie pas son texte non plus. La réalisation du film est basique, voire molle, aucun plan n'est à retenir à part peut-être le face-à-face avec un chien. La musique du film est sympathique, en faisant référence au premier film, mais malheureusement passe trop inaperçu. En restant dans le thème sonore, il y a dans le film souvent des bourdonnements de mouches qui passent très bien à l'écran, que ce soit pour montrer le début de la transformation de Martin, de le montrer en tant que monstre, de rythmer chacune de ses apparitions et pour le rendre assez effrayant, ou encore de démarrer le film avec un hélicoptère qui décolle au départ avec ce bourdonnement. Le ton du film a changé par rapport au premier, mais qu'un tout petit peu, où ils instaurent quelques scènes d'action assez ridicules. Je suis désolé, mais je ne peux pas continuer de parler du film sans spoiler. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film ou ne veulent pas savoir à quoi ressemblera Martin, quittez la vidéo. Même si je pense que la plupart d'entre vous n'en ont rien à faire. On apprend à la moitié du film que Bartok savait qu'il allait devenir un homme mouche, que toutes ses piqûres n'étaient en fait que de l'eau pour lui donner un peu d'espoir. Et il attendait grandement ce moment car je cite « Avec toi comme modèle et les téléporteurs comme outil, Bartok Industries contrôlera la forme et la fonction de tout être vivant. » Vous, je te laisse réagir à ma place. Vous avez mis un méchant dans la mouche ? Mais vous n'avez rien compris. C'est un film où l'homme devient son propre méchant, où il y a un énorme élément au milieu du film qui s'appelle une transformation, qu'il y a une tragédie sur cette transformation, et vous vous êtes dit « Ouais, on va mettre un méchant ». Mais juste non. Bon, je me calme. En parlant de la transformation, est-elle bonne? Au départ, en voyant Martin se transformer au fur et à mesure, je me suis dit, c'est quoi la tête de ces effets spéciaux? Au départ, ils lui ont fait 2-3 trous dans le visage, puis une choucroute sur la tête. Vous n'avez pas vu le premier ou quoi? Et il y a une baisse de budget, c'est normal que les effets spéciaux ne soient pas super. L'évolution physique est réussie dans le premier, car Seth Brundle a une dizaine de visages lors de la transformation. Donc, ils ont forcément réussi ce point, même s'il y a une baisse de budget. Non, ils l'ont mis dans un cocon et direct à l'étape finale. Bon, il s'éloigne du premier, c'est déjà ça. Même si c'est stupide, ça s'éloigne du premier. Et le design qu'il a quand il sort du cocon est cool. Même si je trouve son apparence un petit peu trop parfaite, mais c'est cool. Et j'ai l'impression que le budget est revenu. Je rappelle, le film est sorti en 1989, donc la même année que Sex Mensonge et Vidéo. Oui, mais je m'en fiche. Pour les gros films avec des effets spéciaux sortis en 1989, il y a par exemple SOS Fantôme 2 et Retour vers le futur 2. Mon Dieu! Tout est lié! Et les effets spéciaux de fin sont bons, ne réussissent pas à égaler le premier, mais s'y rapprochent. Peggy 3. Donc, la fin est bien? Oui! Sauf si Martin Fly n'était pas un super-héros. Mais là, Martin a tout contrôle sur son corps, on ne sent presque jamais l'esprit de la mouche, on a juste l'impression qu'il est très habile et très fort. Mais a un physique pas super, et donc on n'a aucune émotion quand Martin se transforme à la fin. Il devient un vulgaire monstre qui tue tout le monde un par un et stop, tu m'expliques que ça devient un gros film d'horreur débile? Mais c'est n'importe quoi! En effet, le film a décidé de devenir un banal film de monstre où tout d'un coup le réalisateur essaie de te mettre une ambiance horrifique. Pour le côté film de monstre, je ne suis vraiment pas pour, mais pour celui de mettre une ambiance, ça pourrait être bien. Donc ils ont fait 2 scènes pas trop mal pour des personnes qui ne s'attendaient pas à ça, et 3 autres scènes presque identiques où un individu marche dans une pièce assez mal éclairée, essaye de tuer ou d'éviter la mouche, se dit qu'elle n'est pas là, et au bout de 2 minutes, on découvre que la bête était en fait, depuis le début, au plafond. Moi, la 2e fois, j'en avais déjà marre, alors imaginez la 3e fois quand c'est la plus longue. Le film n'est pas dénoué d'émotion pour autant. Si l'on n'éprouve rien pour Martin, rien pour les personnages secondaires, oh mon dieu, cette personne que je ne connaissais pas m'avait l'air si sympathique. Pourquoi meurt-elle? Mais le film possède une scène avec un chien qui est plus émouvante que la totalité de la transformation de Martin. Ça doit être moi, mais j'ai l'impression qu'il essaye de faire mieux que le premier à certains moments. Dans son prédécesseur, c'était une fusion homme-mouche qui ressemblait à ça.
Eh bah comme on est mieux maintenant, le monstre il aura 6 pattes comme une mouche et une espèce de double mâchoire pour qu'il fasse bien peur avec des tas de dents aiguisées. Mais une mouche a même pas de dents, les humains n'ont pas de dents aiguisées. Dans le premier, il faisait fondre avec son acide une main et une jambe à cause de sa nature animale qui lui permet de manger, et il ne se contrôlait presque plus. Bah ici, il va asperger tout un visage d'acide. La fin du film m'a vraiment divisé entre le ce n'est pas pareil que le premier, c'est assez original, et le c'est n'importe quoi cette fin, ils nous ont mis un graphique en plein milieu du film pour nous dire mais oui, c'est logique, voyons. Mais Martin a pris 4 balles, ça ne devrait pas changer? Mais elle reste bonne en nous mettant un plan final cool que j'aurais aimé avoir pour la fin du premier film car je la trouve assez brutale. Au final, La Mouche 2 est un mauvais film ou une mauvaise suite en soi? Non, il souffre juste de l'ombre gigantesque de son prédécesseur et en termes de suite, il n'est pas excellent en faisant mourir un des personnages principaux du premier film. On aurait pu avoir bien pire et aussi bien mieux, par exemple, oh, c'est l'heure de tu vas pas recommencer quand même. Le film devait être à la base réalisé par Sam Raimi, le réalisateur prochainement de Spider-Man. Ça fait 2 fois que tu parles de Spider-Man dans cette vidéo, tu te rappelles qu'il faut que tu critiques le 2. Chut. Le réalisateur à l'époque de la trilogie Devil Dead, si vous ne vous connaissez pas trop en film d'horreur, foncez, voulait faire un film dans le style Devil Dead 2, c'est-à-dire pour ceux qui ne l'ont pas vu, une très bonne comédie horrifique. Puis opta pour une suite totalement loufoque et qui prend l'autoroute au pays des tarés. Je cite Mick Garris et je pense que ça pourrait être génial pour un 3e volet. Tu sais qu'on s'en fout. Mais le film ne reste pas pour autant un bon film, il a des bons points mais aussi beaucoup de mauvais points. De toute façon, était-il vraiment obligé de faire une suite? Je ne pense pas car le film de David Cronenberg était très personnel, il a traité la transformation de la mouche comme pour le cancer qui a tué son père. Mais si le film change totalement de ton comme aurait pu le faire Sam Raimi, ça aurait donné un film qui se démarque énormément du premier. Je lui attribue une note de 4,5 sur 10, je vous le conseille quand même, je vous le conseillerais encore plus si vous n'avez pas vu son prédécesseur. Ah, j'ai enfin fini de parler de ce film, désolé si cette vidéo a du retard car je la sors obligatoirement après la vidéo de Geek Wars et la vidéo de Geek Wars comme elle est vieille a un mauvais montage. Sur ce, merci d'avoir regardé et à bientôt pour de prochaines critiques.